Il a décidé de briser le silence sur le sort des détenus atteints de maladies psychiatriques dans les prisons françaises. C'est notre grand angle. Bonsoir Cyril Canetti, Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes psychiatre, vous venez donc de démissionner après 25 ans de carrière dans les prisons de Fresnes, Fleury-Mérogis ou encore de la Santé. Vous avez été le chef du SMPR, le service médico-psychologique régional. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de jeter l'éponge ? J'ai décidé de jeter l'éponge parce que j'étais menacé de ne pas être renouvelé dans mes fonctions de chef de service, et notamment pour des raisons de critique de l'institution. Et j'ai préféré anticiper les choses et donner ma démission et avoir la possibilité de m'exprimer plutôt que de tenter de rester, mais en acceptant de me taire. L'hôpital Sainte-Anne ne voulait pas vous renouveler, en effet. Alors, selon vous, la justice envoie-t-elle de plus en plus de malades psychiatriques en prison en termes des femmes et des hommes qui n'ont rien à faire dans un centre fermé ? Très, très manifestement, oui, bien sûr. On voit des tas de personnes qui n'ont absolument pas leur place en prison. Des gens qui sont très malades, qui font des allers-retours entre la psychiatrie et la prison, que plus personne ne veut prendre en charge, que ce soit les hôpitaux psychiatriques, que la prison ne sait pas prendre en charge, avec des surveillants qui sont complètement dépassés par des personnes dont ils ne savent pas comment les prendre en charge. Donc on a effectivement une augmentation de cette population incarcérée. Donc quand vous dites qu'ils font des allers-retours, ces prisonniers, entre les services psychiatriques et la prison, ça veut dire qu'on est bien conscient qu'ils ont une pathologie ? Absolument. Alors moi, en ce moment, je dénonce très régulièrement une situation d'un homme d'une trentaine d'années qui est suivi en psychiatrie depuis l'âge de 13 ans, dont j'ai rencontré la mère hier, qui a été suivi pour une pathologie clairement diagnostiquée. On parle de schizophrénie parfois, on parle de psychose infantile, en tout cas d'une psychose chronique. Et puis ce jeune homme qui en plus a développé une maladie neurodégénérative pose des troubles du comportement, effectivement, à type de délinquance, d'exhibition sexuelle, de petits vols utilitaires, qu'il est absolument, selon l'avis des psychiatres, absolument incapable de réfréner. Et le service psychiatrique que je suis a décidé que c'était des actes qui relevaient de la justice, que ça ne relevait pas, c'était pas du fait de sa pathologie. Mais c'est ça, j'allais vous demander, qui prend la décision ? Est-ce que c'est un juge ? Est-ce que c'est en concertation avec les médecins que vous êtes ? Alors, si vous voulez, la chaîne, c'est un service de psychiatrie qui décide que cet homme n'a plus sa place dans le service, donc il le met dehors. Ensuite, il commet des méfaits, il se retrouve en garde à vue. Généralement, il y a une expertise qui est demandée. Les experts qui sont capables de trouver que ce garçon a sa responsabilité pénale et qu'il est accessible à la sanction pénale. C'est le fameux discernement ? Absolument. Et qu'il est accessible à la sanction pénale. Alors que quand il est en prison, j'ai les courriers de la direction de l'établissement, il est absolument incapable de se prendre en charge. Il badigeonne les murs de sa cellule avec ses excréments, il se masturbe en cours de promenade, il bave, il vole tout ce qu'il trouve. Mais vraiment... Pardonnez-nous, mais quand on vous écoute, quelle est la différence fondamentale entre une prison, celle qu'on a citée, la Santé, Fleury-Mérogis, Fresnes, et un hôpital psychiatrique ? Il y a aussi l'enfermement, il y a aussi la contrainte. Les actes que vous citez sont aussi produits. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Il y a deux choses qui changent. D'abord, la fonction. À l'hôpital, on est soigné, on est hospitalisé, on est protégé de la société. Quand je fais souvent cette expérience, de parler de l'asile. Quand on parle de l'asile politique, on voit bien qu'il y a une mission de protection, et quand on parle de l'asile psychiatrique, il y a aussi une mission de protection, logiquement. Donc, ça disparaît en prison. Ça disparaît en général. En France, à l'hôpital, ça disparaît. La mission asilaire a disparu parce qu'on s'est recentré dans les villes. Donc il y a d'une part une différence de fonction. Bien sûr que la prison a vocation à punir, éventuellement à réinsérer, et l'hôpital à soigner. Et puis les personnes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans un hôpital, vous avez des personnes qui sont soignantes et qui sont là pour aider, alors qu'en prison, vous avez des gens qui sont là pour surveiller et pour punir. Donc ce sont évidemment deux enfermements qui ont des missions tout à fait différentes. Avec d'un côté la thérapeutique et de l'autre, effectivement, l'aspect plus coercitif. À quand remontez-vous le début du phénomène du déclin ? Parce que la France autrefois était réputée pour ses services de psychiatrie. Est-ce que c'est parce que justement ces services ferment et sont en déclin qu'on ne sait pas où mettre ses patients et qu'on les met en prison ? Je pense qu'il y a deux phénomènes. Il y a eu la politique du secteur dans les années 60 jusqu'aux années 80-90 qui a été vraiment de prendre en charge la population en souffrance et vraiment avec un mouvement très, très humaniste. Et puis il y a eu une évolution à la fois des neurosciences, d'une psychiatrie qui se médicalise, on va dire, et qui se déshumanise. Alors,
je tiens à le dire parce que on m'a fait la réflexion selon laquelle effectivement je nuis à l'image de la psychiatrie. Il y a des services qui travaillent très très bien. Heureusement, il y a des choses formidables qui se font en psychiatrie. Mais il y a certains endroits où on se déshumanise au profit des neurosciences et dont on ne veut plus s'occuper de ce genre de patients. Vous critiquez donc certains confrères, c'est peut-être ça aussi qui passe mal. Que leur reprochez-vous ? Ça passe très mal. Que leur reprochez-vous ? Je leur reproche de ne pas prendre en charge une population dont ils avaient la charge il y a quelques années. Et alors, il y a des manques de moyens, mais aussi une évolution des mentalités. Et donc, une mise à la rue de toute une catégorie de gens qui devraient être à l'hôpital, en tout cas être très pris en charge sur le plan psychiatrique, avec des gens qui sont dans une très grande précarité, qui du coup ont une petite délinquance de survie, et ça c'est même pas la situation du monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui ont une délinquance de survie et qui du coup basculent, et des magistrats qui prennent des décisions d'incarcération, à la fois parce qu'en comparution immédiate, on n'a pas le temps de se pencher sur la personnalité de la personne, et puis d'autre part parce que des experts reconnaissent très souvent des altérations du discernement, mais pas d'abolition. Et donc, on a toute une population qui glisse naturellement de l'hôpital à la rue et de la rue à la prison. Novembre 2020, il y a 6 mois, ça se passe à la maison d'arrêt de Douai. Un drame terrible, un homme atteint de troubles psychiatriques met le feu à sa cellule. Il est mort. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Parce que ce que vous dites, même si ça dérange et ça irrite, le constat est quand même là. Quelle est la prise de conscience ? Je ne suis pas certain qu'elle ait lieu, cette prise de conscience. Cette situation dont vous parlez, c'est exactement la situation de la personne dont je parlais à l'instant. C'est cette personne sa mère m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'on l'a retrouvé dans la rue, roué de coups. Il est actuellement aux urgences à l'hôpital. Donc, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience. Et il y a, à mon avis, quasiment une non-assistance à personne en danger. Mais que faire alors ? Que demandez-vous au gouvernement français ? Je demande à ce que les personnes qu'on redonne des moyens à la psychiatrie, que peut-être on change aussi un petit peu d'optique, qu'on revienne peut-être à une psychiatrie plus humaine. Encore une fois, elle existe, il suffit de ne pas l'abandonner partout, et qu'on prenne en charge les patients pour leur souffrance et qu'on ne les envisage pas comme des gens potentiellement dangereux. Rappelons qu'un malade mental, c'est quelqu'un qui est malade et qui souffre avant de faire souffrir les autres, et qu'on se repenche sur la grande souffrance à la fois des patients, mais des victimes, et puis aussi qu'on imagine, puisqu'on est dans une idée qu'on veut que la prison corrige et que la prison réinsère, et bien ces gens-là, quand ils sortent de prison, ne sont pas à même de se réinsérer. Donc on protège la société. On protège la société en les soignant, bien sûr. Emmanuel Macron, par ailleurs, était en visite aujourd'hui dans un établissement psychiatrique pour enfants. On sait que cette pandémie de Covid qui dure, affecte quasiment tout le monde, toutes les tranches d'âge. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, un impact sur les détenus en général et en particulier sur celles et ceux qui souffrent déjà de pathologies psychiatriques ? Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une chose en préambule, si vous voulez, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a eu une politique qui a été menée au moment de la première vague avec un raccourcissement des peines. Et je ne crois pas qu'il ait amené un sursaut de délinquance et de récidive. Et ça a vidé les prisons et ça a permis de soulager énormément la tension en prison. Ça n'est pas le cas pour la deuxième, troisième vague. Et évidemment que les personnes souffrent d'abord d'un isolement, d'une diminution de toutes les activités, de groupes thérapeutiques quand ils sont confinés, la diminution des parloirs, les parloirs avec hygiaphone à nouveau, plus de sport, et donc des gens qui restent en cellule toute la journée avec une tension très forte et une inquiétude pour leurs proches à l'extérieur. Pour finir en quelques mots, maître docteur, quel sentiment vous anime ? Est-ce que vous êtes blessé et comment est-ce que vous allez continuer ce combat ? Je suis blessé, j'ai été très blessé. Je suis content maintenant de partir parce que je me rends compte qu'après 25 ans derrière les barreaux, j'ai l'impression que mon horizon s'élargit à nouveau et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je pense que je trouverai des gens à aider dehors. Là, je vais m'occuper des gens qui sortent de prison, des familles également, des enfants. Donc, il y a encore plein de choses à faire. Merci beaucoup, Cyril Canetti, d'être venu témoigner sur ce sujet douloureux donc et sensible sur ce plateau. Merci à vous.